courage aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur François Corse, via Stella, évidemment. Le nouveau scandale financier s'appelle Football Leaks. 18,6 millions de documents, des contrats originaux des joueurs, des accords secrets entre les clubs et les agents qui dévoilent des flux d'argent sale dans le football européen, des transactions dissimulées. Parmi les cibles, la superstar du Real de Madrid, Ronaldo, accusé d'avoir dissimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux. D'autres grands noms du football comme Mourinho ou Falcao sont dans le même cas. Le capitalisme footballistique existe, il a ses zones d'ombre et ses scandales, et la régulation de son marché devient plus que jamais une nécessité. Les titres de votre 20h. Quelle place pour le livre encore? C'est les regards de l'éditeur Jean-Jacques Olona d'Istria et de la journaliste Marie-Jo Harry-Guélandine. Il est un citoyen engagé, enseignant, chercheur, passionné par la politique. Jean-Louis Ross est l'invité de 20h. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Philippe. Bienvenue dans Pendant le 20h. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis heureux également d'être là. Vous êtes le deuxième invité d'une séquence que nous avons intitulée « Pensons la politique autrement ». Nous avions abordé cette question avec l'écrivain Norbert Paganel pour son club de réflexion, son groupe de réflexion Poudem. Jean-Louis Ross, je l'ai dit, vous êtes enseignant-chercheur, engagé dans la cité. Vous êtes l'une des personnes à l'origine du club, du cercle de réflexion Itias Diego Moon. Jean-Louis, à l'heure de l'immédiateté de l'information, à l'heure des séquences de communication politique, des petites phrases, comment penser la politique différemment? En fait, je pense qu'il est important de se dégager déjà, de faire la distinction entre la politique au sens large et le jeu électoral. Et c'est un peu ce qui nous a poussé, nous, à créer, alors on l'a appelé cercle de réflexion, think tank, mais c'est c'est un concept assez hybride, local, qui nous a poussé à créer quelque chose qui permette justement de se dégager du jeu électoral pour mettre sur la place publique des thèmes qui ne sont pas abordés ni par les politiques, ni par les associations, ni par les citoyens, parce qu'ils ne trouvent pas un espace justement pour faire passer le message et la réflexion, qui est ce think tank, cercle de réflexion d'Itias Diego Moon. Très souvent, vous organisez des rencontres avec les citoyens. Il est possible de venir assister à vos contributions, de nombreuses contributions depuis la création du cercle de réflexion. Quelles sont les thématiques que vous abordez et qui peuvent nourrir le débat politique et public, hein? Alors là, le spectre est très, très large. On ne s'interdit rien. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, c'est que dès le départ, on ne s'interdit rien. Bon, pour être honnête intellectuellement, ce cercle, il a quand même une coloration bien... J'allais le dire. Voilà, autant le dire tout de suite. Oui, j'allais le dire. Autour du pot. Il est ouvert à n'importe qui, que ce soit aux individus, aux associations, même aux partis politiques, s'ils le désirent. Mais il y a une charte. Et cette charte, elle est assignée, effectivement, et en gros, pour faire ça très rapidement et ne pas avoir à lire tous les items, on va dire, en gros, nous travaillons à l'émancipation du peuple corse, et à la reconnaissance de ses droits sur cette terre. Bon, après, comment on le fait, vers quoi on va, on ne sommes pas d'accord tous ensemble, mais c'est ça la base, la genèse, ce qui est important. Alors, on l'a compris, vous venez de le dire, le cercle de réflexion nationaliste, même s'il est ouvert aux forces de progrès, je crois que c'est la musique qu'on entend, est ouvert à tous les citoyens. Ce qui est intéressant, c'est la démarche qui m'intéresse, pour être clair avec vous, pour être honnête avec vous, c'est cette idée qu'il est possible aujourd'hui de penser la politique autrement. Vous l'avez dit, il n'y a pas que le cercle... Excusez-moi, peut-être que le terme va écorcher l'oreille de certains, mais en tout cas, le cercle des initiés, des politiques professionnels. Il y a des intellectuels, des enseignants, chercheurs qui réfléchissent à la Corse en mouvement, à la Corse telle qu'elle est aujourd'hui et qui proposent ces réflexions aux citoyens et aux politiques. C'est votre démarche. Ah, ce qui est bizarre, c'est que ce que vous venez de dire corrobore ce que me dit sans cesse un de mes très très proches, qui est mon père. Et il me dit, Jean-Louis, c'est bizarre quand même. Quand on regarde les politiques, c'est-à-dire ceux qui sont élus, les élus, on va dire, il y a très peu de prix Nobel de physique. Il y a très peu de prix Nobel de mathématiques.
Donc c'est qu'il doit avoir, raison. Il doit avoir une raison. Non, plus sérieusement, effectivement, les politiques cherchent à être élus et c'est normal. Le temps qu'ils passent à être élus, ils ne peuvent pas le passer à autre chose vu le jeu actuel, puisqu'on a décidé de rentrer dans le jeu. C'est logique. Par contre, il est nécessaire, à côté, d'avoir d'autres personnes, peut-être, qui le fassent. Le gros problème actuel, que ce soit sur le continent, que ce soit au niveau européen, ou même que ce soit au niveau local, c'est cette dérive qui fait que l'élu gère tout. C'est-à-dire que l'élu gère la campagne, l'élu gère ce qu'il voudrait son parti, et l'élu gère même ce que devrait dire sa base. Nous, on a un concept un peu différent. La base fait remonter les besoins. Ensuite, la structure politique, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une structuration. Moi, je ne crois pas aux associations bien pensantes où on met 100 personnes dans une salle, où on fait discuter tout le monde pendant 4 heures. Quand les gens sont fatigués, il y a 2 personnes qui font la synthèse et qui donnent la synthèse qui a été faite la veille. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et vous allez voir que ça peut amener à des dérives. Des dérives parce que les gens s'en aperçoivent. Donc il faut créer des espaces où des thématiques sont traitées, pas forcément des intellectuels, hein, parce que là vous venez de dire... C'est vrai, j'ai dit intellectuel, mais vous avez raison. Hein. Moi, je pense que l'érudition mal maîtrisée est même plus problématique qu'autre chose. D'accord, oui. Donc non, ce n'est pas forcément des intellectuels, ce sont des gens qui pensent et qui mettent en avant des idées, des concepts. Et à côté, vous avez des gens qui sont susceptibles de leur amener la contradiction. Mais pas la contradiction comme on l'a, par exemple, dans les structures politiques, et ce qui est normal. C'est-à-dire, dans les structures politiques, on a un cadre. Quand on sort du cadre, on peut poser problème à sa structure politique. Donc les gens ont tendance d'eux-mêmes à rester dans ce cadre. Ce qu'il faut, c'est effectivement, enfin ce qu'il faudrait, après on peut se tromper, c'est créer des espaces où tout est permis. La parole est libre, pas tout est permis, en respectant l'individu, l'intégrité, la dignité, tout ça c'est dans la charte. Dans la charte que vous proposez, également, c'est pour ça qui est disponible sur votre site internet. Hein. Qui est disponible sur le site internet, c'est pour ça que j'y reviens. Et celui qui ne respecte pas ça, il est mis dehors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas obligation de venir discuter de X, Y et ainsi de suite. On n'attaque pas l'individu. Par contre, on peut dire ce qu'on veut. Et à côté, on répond. Mais on ne répond pas directement à la personne. C'est ça qui est important. C'est l'application concrète de la démocratie participative ? Ouais, après, c'est des concepts maintenant où on met tout et n'importe quoi au milieu. C'est un concept où on met des thématiques sur la table et on essaye d'y réfléchir. Est-ce que vous avez des élus, justement, des politiques qui sont curieux, qui viennent à votre rencontre et qui ont envie d'être nourris des questions que vous soulevez ? Alors, des élus qui viennent à nos réunions thématiques ou conférences thématiques, très peu. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Par contre, des élus qui nous suivent, puisqu'on a un blog et qu'on voit qui nous suit, il y en a beaucoup. Forcément, voilà. Forcément. Mais tant mieux. Hein. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la classe politique insulaire, d'une manière générale d'ailleurs hein ? Allez, on va dire que malheureusement, j'ai l'impression qu'elle prend le chemin de la classe politique occidentale. Je ne dirais même pas française, c'est occidentale. C'est-à-dire que on est dans l'immédiateté, vous venez de le dire, on ne gratte pas derrière les concepts. Bon, après, objectivement, la classe politique, c'est comme tout. On généralise, mais je fais bien la distinction entre un député, un sénateur et le petit maire de lait. Tiens. Oui. Ce n'est pas la même fonction. Oui. Pourtant, ils font partie de la même classe politique. Et souvent, le maire de lait est plus au fait des choses et de la vraie politique. Hein. Au sens, vous savez, platonicien, je sais que vous aimez, vous êtes chercheur, au sens platonicien du terme, les affaires de la cité. Voilà, c'est ça. La politique, dans le sens, les affaires de la cité m'intéressent plus que les affaires de savoir si on a 50 voix en plus. Allez, tu vois quoi. Le décompte, c'est ça. Évidemment, la question, vous la voyez venir, votre regard sur les nationalistes à l'Assemblée de Corse. Comment aujourd'hui en attendant, j'ai vu le titre, qui est Longa Strada. Ouais. Le documentaire Tamantastrade, le documentaire voilà. de Jean-Baptiste Prédal sur les premiers jours de Gilles Siméone et de l'exécutif nationaliste à l'Assemblée de Corse. Et c'est le premier sentiment que j'ai eu quand il y a eu cette victoire. Alors ça, c'est le point positif.
Alors je vais vous dire pourquoi le point positif, parce que j'ai une pensée émue quand je vois ça, pour les premiers nationalistes dans les années 70 qui se faisaient tirer des pierres dans les rues, quand ils osaient dire qu'il y a Tirun Popu, Tirun la Nation, et que les gens niaient. Maintenant, c'est plus ça, on ne le nie plus. Le fait est là, il y a une langue corse, il y a un peuple corse, la seule chose qu'on nous met devant, c'est de dire on ne peut pas vous reconnaître pour X raisons. Bon, c'est déjà ça, ta strade. Après, par contre, sur le fait de gérer les affaires, je trouve qu'ils ont eu quand même... Depuis leur arrivée, décembre 2015. Ils n'ont pas été gâtés et qu'ils ne se sont pas trop mal débrouillés, techniquement parlant, au vu de ce qu'ils avaient à gérer. La grosse erreur, pour moi, elle est dans la com, quand ils disent que « au gouverno Gurtz ». Oui. Au gouverno Gurtz, si on avait vraiment au gouverno Gurtz, on n'aurait pas à demander toutes les 30 secondes à Paris ce qu'on devrait faire. Donc on n'a pas un gouverno Gurtz. On n'a pas gagné. On a eu une victoire électorale qui est nécessaire dans cette longue route vers l'émancipation et vers le fait de retrouver un jour la possibilité de retrouver nos droits et de dire au peuple qu'est-ce que tu veux. Maintenant, si on dit au peuple, là à l'heure actuelle, avem ou puter, c'est au gouverno Gurtz, on va au devant de problèmes parce que certaines personnes l'intègrent et d'autres disent alors, si on a au gouverno Gurtz, pourquoi on ne peut pas aller plus vite et plus loin? C'est les institutions aussi qui demandent cela. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, il y a le site internet. Voilà, le site internet s'affiche en bas de votre écran. Vous avez beaucoup de contributions. Je ne vais pas dire toutes les contributions, mais beaucoup de contributions. Il y a aussi les revues. Je les montre. Elles sont ici. Les revues, la 4e, je crois, est en cours d'édition. Elle est en cours d'édition. C'est un jeune étudiant de Sciences Po Grenoble qui a travaillé avec nous et on l'a publié. Et il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose de la part de notre invité. Je le montre à la caméra de François Carole. Le voilà, l'ouvrage. C'est pas de notre individu. Le standard illustré du Courtine. Voilà, ça ce sont des productions, c'est une passion, c'est mon père qui le produit et c'est aussi lié à notre identité, notre patrimoine. On parle souvent du patrimoine culturel, mais le patrimoine animalier est très important aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Peut-être vous me voyez venir, peut-être que nous allons vous voir en 2017 en tant que débatteur, pourquoi pas, face à des personnalités dans cette émission, ce serait intéressant. Et puis la confrontation des opinions, vous le faites dans votre club de réflexion, nous essayons de le faire pendant 20 heures. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, M. Martin. Une ligne de crête, la faction et le politique, c'est le décryptage proposé par Inès Moratti. La fonction et le politique, chère Inès. Vous avez une émission extrêmement politique, mais dans le sens noble du terme. Nous poursuivons donc notre série initiée il y a quelques jours maintenant. Et ce soir, tu as décidé de te pencher sur cette frontière ô combien floue entre l'homme et le politique. C'est ça, c'est que le jeu médiatique est sujet au dédoublement. Prenons ici le cas François Fillon qui, lui, tente de séparer l'homme et le politique. Affublé du sobriquet Mr. Nobody, l'ancien Premier ministre nous montre qu'il est au contraire plusieurs personnes, notamment lorsqu'il est question d'IVG. Dans son livre Faire, paru l'an dernier, il écrivait que l'avortement était un droit fondamental. Sauf que cet été, lors d'un meeting dans les Yvelines, François nous sortait son tome 2 des Faire. Il expliquait qu'en fait, il voulait dire qu'il s'agissait d'un, je cite, droit sur lequel personne ne reviendra, mais que philosophiquement et compte tenu de sa foi personnelle, il ne pouvait pas approuver l'avortement. François et Fillon, devrait-on dire, a donc créé une distinction entre sa position personnelle, mais déclarée publiquement, et sa posture de candidat. Oui, de candidat et aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour les Républicains et le centre droit. Il est d'autant plus difficile de faire la distinction, vous l'aurez compris, lorsque la confrontation d'idées tourne souvent à l'affrontement de personnalités. Mais c'est ça la présidentielle, dit-on, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays. Alors du coup, les personnalités se succèdent au rendez-vous. On a Jacques, la France paisible Chirac, ou Nicolas, la bougeotte
clotte clinquante Sarkozy jusqu'à François, moi, président normal, Hollande. Du coup, il y a comme un schéma qui se dessine et le profil de celui qui est attendu au prochain date est déjà en filigrane. À savoir le caractère contraire du dernier locataire qui vient justement de rendre ses clés et son tablier. Charismatique et autoritaire a donc répondu l'échantillon de l'étude Harris Interactive pour LCP Assemblée nationale. Près de 8 Français sur 10 déclaraient ainsi que la capacité à incarner la fonction présidentielle sera un critère déterminant dans leur vote en 2017. Alors, du coup, les candidats se sculptent une carrure et pour nous prouver qu'ils ont les épaules et qu'ils peuvent encaisser, ils ajoutent l'école de la vie au CV, dévoilant leur intimité histoire de mieux pénétrer dans la nôtre. Quitte à verser dans la confession. Mais c'est ça en fait. Bon, c'est sûr, quand on évoque l'introspection sur papier, on pense à François Hollande et son... Un président ne devrait pas dire ça, c'était pas être réchu, c'est pour ça. Excuse-moi. Un président ne devrait pas dire ça. Mais que d'aucuns... De l'homme et d'Avet. Oui, très bien. Paru édition... Je ne sais plus. Bon, très bien. Que d'aucuns avaient qualifié... Excuse-moi. Nous en avions parlé en plus. C'est pour ça. Donc que d'aucuns avaient qualifié de suicide politique. Et du coup, on lira ça maintenant comme un testament. Mais nous, on va particulièrement s'intéresser ce soir, parce qu'on n'y pense pas assez, à Thomas, phobie administrative Thévenoud, qui présente donc son œuvre comme, je cite, et je suis obligée de faire des guillemets, le récit personnel et intime d'un enfant perdu de la politique. Il poursuit: je n'ai rien à cacher, évidemment. Je sais un peu mieux qui je suis. Bref, il veut tourner la page. Les électeurs pourront juger de moi en toute connaissance de cause. Ils savent tout. Bon alors oui, tout et peut-être un peu trop. On n'en demandait pas tant, Thomas, c'est gênant. Quoique finalement, c'est peut-être une bonne affaire. Avec les promesses publicitaires mensongères, l'électeur consommateur a désormais droit à un marketing de l'intime. Pour un livre acheté, un mug ébréché, je suis un homme, mais j'ai des failles, ou un pins parlant, j'ai changé, offert. Thomas Thévenoud, quand même, on va dire qu'il a fait preuve de salut public extraordinaire en mettant sur le devant de la scène médiatique une phobie qui est terrible, la phobie administrative, très très grave, très gravissime même. Alors certains n'hésitent plus à mettre leur fierté dans leur poche, vous l'avez dit, pour mieux faire sortir les petits mouchoirs. Tu me vous vois maintenant. Donc voilà, de ton canapé... C'est un bout générique. Excuse-moi. Donc de ton canapé, tu peux maintenant cerner la psyché de Jean-François Copé. Je sais que tu en rêvais. Passer sur le divan de Fogiel, l'ancien président de l'UMP, confiait: j'ai plongé au plus profond de moi-même. Il enchaînait même les jérémiades sur la méridienne. Il est brisé, tu comprends, il doit se reconstruire. Alors on va peut-être arrêter de l'embêter avec Big Maillon, les soupçons de triche, tout ça. De son propre aveu, il a pris cher. Alors, j'ai dit qu'on arrêtait. Il a pris cher. Donc, passons à notre émission, un nouveau format de grand déballage sur petit écran, une ambition intime. Ouais. Après le canapé-lit de Fogiel, sur lequel on peut se refaire une virginité politique, la causeuse tremplin sur fauteuil présidentiel. Et dans les deux cas, on peut déjà l'annoncer, la fin des programmes. Merci beaucoup Inès pour ce focus, cette frontière qu'il peut exister entre le politique et l'homme avec un grand H, vous l'aurez compris. Merci ma chère Inès, tu vas continuer oui. à évoquer, faire une grande saga sur le politique. C'est Dallas, c'est ça. Les AD Lydia Gurtura se poursuivent dans toute la Corse et la conseillère exécutive Josefa Giacomette part à la rencontre des acteurs culturels. Tous les grands champs artistiques sont abordés et celui qui nous intéresse ce soir, c'est évidemment le livre. Quelle place pour le livre en Corse? Nous en parlons avec la journaliste Marie-Josée Arrigui-Landine et l'éditeur Jean-Jacques Colonna-Distria. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Jean-Jacques, vous allez repartir avec des livres. Marie-Jo également. Le petit standard illustré du Courtine, de Jean-Dominique Ross notamment. Quoique celui-ci, je le garderai. C'est le privilège d'être à cette place. Soyons sérieux. La place pour le livre en Corse, nous avions évoqué dans une émission précédente les libraires, les éditions. Et il était important de revenir aujourd'hui, après ces rencontres orchestrées par Josefa Giacomette, ces rencontres autour de la place du livre et au-delà, autour de la culture. Vous étiez présente à ces ateliers, Marie-Jo. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit
briefing ou débriefing, comme vous voulez, pour les téléspectateurs de Pendant le 20h. Oui, c'était intéressant parce qu'effectivement, tous les acteurs de la filière livre étaient invités, c'est-à-dire de l'auteur jusqu'au libraire, en fait. Donc ça, c'était intéressant aussi parce que quand on sépare trop les gens, les choses ne sont pas vraiment dites. Et puis, l'idée n'était pas, en fait, de nous demander comment faire un nouveau guide des aides plus adapté. C'était vraiment d'essayer de réintégrer le livre et la culture en général à une vraie politique culturelle de la collectivité territoriale. Et on a parlé aussi d'ingénierie culturelle, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant, qui veut dire que pour une fois, on a remarqué quand même que le livre aussi pouvait générer de l'économie, du social, etc., ce qui n'a pas toujours été forcément le cas. Donc, bien sûr, des échanges, un petit peu de doléances au début, bien sûr, tout le monde a des choses. Mais je pense que les choses ont un petit peu avancé quand même sur certains points qui bloquaient. Alors, comme vous le savez maintenant, depuis le mois de septembre, Pendant le 20h est un rendez-vous d'opinion. Vous êtes plutôt séduite par la démarche, hein? Moi, je trouve qu'elle était utile, elle était tout à fait utile. Bon, maintenant, attention, elle est en train de se faire. Oui. Donc, Work in progress. choses, voilà, tout à fait. Jean-Jacques, Oui. colonnadiste, éditeur, Colonna Édition, vous n'étiez pas présent. Non, moi je suis un peu un spectateur maintenant. Je suis un petit peu retiré de tout ça, un petit peu... je l'ai vécu et je rebondis d'ailleurs avec une anecdote sur ce que Marie-Josée disait. Il y a 40 ans, quand on parlait d'aide aux libraires ou d'aide à l'édition, on nous répondait « mais vous êtes fous, on ne va pas aider un commerce ». Vous voyez, effectivement, comme ça a évolué en 40 ans. Alors, je dis 40 ans exprès aussi pour dire des assises de la culture, j'en ai vécu quelques-unes, et j'espère que celle-ci aboutira. Elles n'ont pas toujours servi à grand-chose, il faut bien le dire. Espérons que celle-ci, en tous les cas, démentira. Alors le livre occupe une place essentielle en Corse, hein. Il y a de nombreuses maisons d'édition, il y a évidemment de nombreuses publications, de nombreux auteurs, certains diront même trop, je ne sais pas, vous êtes tous les deux d'ailleurs éditeurs, c'est intéressant de ce point de vue-là. Les pouvoirs publics doivent absolument s'emparer de cette question, c'est essentiel pour la survie peut-être du livre. Tiens Jean-Jacques, c'est avec vous que je pose la question. Oui, mais elle le fait. Quand vous parlez des pouvoirs publics, il faut parler de la CTC, hein, et c'est la seule dont c'est l'objet. Il n'y a pas d'autre, je crois que les autres collectivités locales ne sont pas concernées. En tous les cas, elle le fait depuis longtemps, et elle le fait bien, il faut bien le dire. Il y a un service du livre qui fonctionne très bien. Le problème est peut-être que... moi, je ne le vois pas là, le problème. C'est pour ça que ces assises me gênent un petit peu. Alors, allez-y, comme le débat fuit le temps, est-ce que c'est distribution ? Je sais que vous avez... Il n'y a pas que la distribution. Il y a déjà au départ, il y a un principe. Je veux dire, il faudrait que la culture soit aidée un peu plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est vrai, mais c'est quand même tout dépend de ça. Marie-Jo ? Oui, là, c'est vrai qu'on a parlé aussi de l'auteur, parce que l'auteur a besoin aussi d'être aidé. L'auteur travaille parfois 1 an sur un livre, il est édité, on commence à faire le bilan des droits d'auteur sur les ventes uniquement. Si le livre n'a pas fonctionné, au bout d'une deuxième année, on lui dit finalement, tu sais, tu as travaillé pour rien. C'est quand même un truc extrêmement cruel et c'est pas possible que ça existe comme ça. Donc, on a parlé aussi de l'intérêt de faire des résidences d'écriture de plus en plus souvent et dans beaucoup d'endroits en Corse. C'est pas très compliqué à faire. L'auteur en plus va intervenir dans les écoles, va intervenir dans les sociétés aussi, pourquoi pas. Enfin, donc ça peut être quelque chose d'intéressant et ça peut dégager un peu l'auteur de son... Un vrai projet de société, c'est ce qu'il faut pour le livre aujourd'hui en Corse ? Oui, je crois. De manière générale, mais en Corse particulièrement. Je crois que le livre est un instrument extraordinaire pour la diffusion et de la culture et de la pensée et même de la vie. Je me souviens, il y a 3 jours, il passait à la télévision une émission avec Abdel Malik, le rappeur. Ouais. Qui a sorti un ouvrage là dont la vie a été transformée en lisant Camus. Voilà. Et je crois que c'est un exemple fabuleux de ce que peut faire le livre aussi. Alors vous parliez tout à l'heure de diffusion. C'est vrai que là où peut-être la CTC et les services du livre pourraient aussi faire un effort, je crois, ce serait au niveau de la diffusion, car là, on manque cruellement de moyens. Les librairies ferment les unes après les autres, vous le savez, hélas, et il y en a encore une autour de Bastia. Autour de Bastia, malheureusement. La librairie des Deux-Mondes. Et je crois que là, il y aurait un rôle, la CTC aurait vraiment un rôle à jouer, à aider tout le circuit du livre,
par la diffusion. Ouais. La diffusion, c'est une des questions qui a été abordée. Oui, c'est une question qui a été abordée parce que la distribution, c'est la livraison. Ça, on sait tous envoyer un colis, le porter même avec nos petits bras. En revanche, la diffusion, c'est faire connaître le livre. C'est-à-dire que c'est le boulot du commercial, c'est trouver les lieux de vente, c'est le mettre en place. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très, très difficile. Il faudrait un catalogue commun, de tous les éditeurs. Oui. Il n'y a que quelque chose en dehors de nous qui pourrait faire ça, et il n'y a que la CTC. Nous allons continuer à évoquer toutes ces questions-là. Nous allons suivre, grâce à Marie-Jo, qui est notre envoyée spéciale pour ces assises de la culture, pour ces ateliers d'Iagoutour à l'Assemblée de Corse, avec Josefa Giacometti. Le temps est passé extrêmement vite dans cette émission, dans cette partie débat. Vous allez avoir l'occasion de débattre encore ensemble, mais vous connaissez la règle, 40 secondes pour donner vos arguments, résumer votre pensée. Quelle place pour le livre en Corse aujourd'hui? Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Écoutez, moi je pense qu'il a une place effectivement très importante parce qu'il est dans tous les domaines, la fiction avec le roman, l'histoire, l'ethnologie, c'est très important chez nous. Ce sont des documents de travail aussi pour nos étudiants. Le problème, c'est que pour l'instant, la place du livre en Corse, malheureusement, elle n'est qu'en Corse et elle n'en sort pas. Alors c'est vrai que c'est très bien d'avoir ce territoire où nous connaissons les libraires, où nous connaissons quand même les réseaux, même s'ils sont difficiles et de plus en plus rares. Mais il faudrait aussi que ce livre arrive à sortir un petit peu de la Corse. Et ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est relativement difficile à faire parce que là, après, on est noyé vraiment dans une masse terrible. Et même quand votre ouvrage est très qualitatif et puis vraiment a tout son sens sur le continent, c'est difficile de sortir de la Corse. Jean-Jacques Colonna d'Istria, éditeur, quelle place pour le livre en Corse aujourd'hui ? Marie-Josée a tout dit. Oh, mais c'est merveilleux. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Le livre est un vecteur extraordinaire, pas seulement culturel, mais social aussi. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'Abdel Malik, mais on pourrait évidemment les multiplier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la région, la CTC, devrait consacrer un peu plus de moyens à la culture en général, en Corse, car c'est quand même, à mon avis, essentiel. Et dans le domaine de la culture, s'occuper aussi, c'est vrai, un petit peu plus du livre, non pas au niveau des aides à l'édition qui sont très bien faites. Encore une fois, les services de la CTC sont parfaits à ce niveau-là, mais il y a peut-être quelque chose à inventer, quelque chose qui manque au livre en Corse. Innover, essayer d'innover, c'est ça, Jean-Jacques, que vous proposez. Merci beaucoup à vous deux d'avoir échangé sur cette question. Je le répète, Marie-Jo Arrigue sera notre Je vous tiendrai au courant. spéciale. Et elle nous tiendra au courant des faits et gestes des ateliers de la culture organisés par l'Assemblée de Corse. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse Via Style. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h, évidemment.